Si son nom évoque le soleil, on remarquera qu'aujourd'hui la météo est plutôt conforme à ses gènes germaniques. Ce modèle est dérivé directement du Volkswagen Tiguan, c'est le Cupra Terramar, un modèle qui doit à la fois jouer le rôle de familial branché de la marque et de porte-drapeau en tant que modèle hybride rechargeable ou thermique. Alors forcément, quand on parle d'un véhicule un peu plus premium, un peu plus haut de gamme, le look et l'attention apportée au détail est importante. Et c'est ce qu'on remarque ici avec ce capot qui est vraiment bien sculpté. Vous voyez ici, hop, quand je passe ma main, on voit vraiment bien le rythme qui est mis dans la tôle. Mais il y a aussi cette partie ici que moi j'aime beaucoup. C'est ce rust, un peu de squale, un nez de squale un petit peu, et qu'on retrouvait déjà sur la Cupra Born, la version espagnole de la Volkswagen ID.3. Je trouve que ça donne pas mal de personnalité à cette voiture et que ça invite l'air à circuler ici et à nous amener, nous, vers l'arrière, où là, il y a aussi un autre petit détail de style qui est intéressant. On remarque bien entendu les ailes ici, un peu plus musclées, qui élargissent visuellement la voiture. Mais il y a surtout le traitement des feux arrière en un seul grand élément rouge, c'est assez habituel, avec le logo ici qui se trouve un peu caché derrière le plastique translucide. Et on retrouve de nouveau les trois triangles ici, en deux fois, que l'on a à l'avant pour la signature lumineuse. Ils sont disposés autrement ici, mais clairement, c'est un petit détail qui est intéressant. Dernier petit gimmick de designer ici, ces sortes de petits crocs, ces dents un petit peu ou ces griffes, on verra bien, toujours en rapport avec le fameux logo qui rappelle une tête de loup, qui donne un petit peu de caractère à l'arrière, même si je trouve que le traitement gris clair ici, comme pour la calandre, en tout cas la bouche à l'avant dans le bouclier, fait un petit peu dépasser. On a passé cette mode-là. C'est un peu dommage. Il aurait été peut-être préférable d'avoir du noir avec des accents en cuivre, comme ici, cuivre ou bronze, comme ici, plutôt que ceci qui fait un petit peu vieux plastique de japonaise des années 90. C'est moins top, mais bon, soit. Au moins, ça apporte une personnalité à la voiture. Même s'il y a un haillon relativement incliné, on a eu la bonne idée chez Cupra de conserver un essuie-glace à l'arrière, c'est toujours utile. Alors bien sûr, il a un look sportif parce que c'est la vocation de la marque, mais ça reste quand même un véhicule familial. Et de manière générale, on le verra plus tard pour 4 personnes, il y a un coffre suffisant. Cupra annonce 400 litres, on voit surtout qu'il y a des formes régulières, une bonne profondeur. On a ici le matériel du photographe et les câbles. Parce que oui, Cupra est gentil, il vous donne 2 beaux sacs pour mettre vos câbles, mais c'est tout. On ne sait pas les mettre ici en dessous. Il y a un petit espace, vous mettrez votre trousse de secours et encore, et c'est tout. Donc là, c'est un petit peu dommage. Bon point cependant, on a une banquette fractionnée en 3 éléments, ça c'est pratique, mais de manière générale, il n'y a rien d'exceptionnel ici pour une voiture qui mesure quand même 4,50 m pour environ 1,90 m de large et presque 1,60 m de haut. Donc bien, mais peut mieux faire. Eh bien à l'arrière, ma foi, on est plutôt bien assis. Ici, les sièges avant sont réglés pour quelqu'un qui mesure 1,80 m, 1,85 m. Moi, je fais un petit peu moins d'1,80 m, comme vous le voyez, et vous pouvez constater que j'ai quand même pas mal de place. On est agréablement assis, mais 2 petites choses tout de même, 2 petites remarques. Une première négative, il n'y a pas de poche aumônière. Donc quand vous avez des enfants, s'ils sont obligés de ranger tout dans les bacs de portière qui sont convenables, mais pas extraordinairement généreux, c'est un petit peu dommage. Et la deuxième, et ça c'est important, par exemple si vous avez besoin de plus de place dans le coffre, c'est qu'on peut remarquer que la banquette est coulissante, comme dans le Tiguan notamment, sur près d'une quinzaine de centimètres. Mais cela se fait forcément au sacrifice total des passagers arrière, parce que là, vous ne mettrez personne. Même votre enfant ici, avec un siège enfant, n'aura pas de place pour mettre ses petits petons. C'est un petit peu dommage, donc il faut vraiment faire le choix. Mais bon, l'avantage, c'est que ça permet d'avoir une modularité malgré tout. Ça peut être un aspect pratique. Quant à la place du milieu, très honnêtement, non seulement il y a le tunnel central, comme d'habitude, mais la place est un peu étroite. On est assis avec le dos sur un dossier un peu bombé à cause de la coudoir amovible ici. Donc vous voyez, ce n'est pas extraordinaire. Mais bon, voilà, pour dépanner, ça peut toujours servir pour quelqu'un de plus petit, un enfant qui est suffisamment grand pour se balader sans rehausseur, pourquoi pas. Il y a bien entendu ici 2 ports USB-C, pratique pour recharger, et la possibilité via l'écran ici de régler la température grâce à la climatisation séparée. Pour le reste, la garde au toit n'est pas mauvaise, sachant qu'on a un toit ouvrant ici qui mange quand même, à mon avis, 3-4 cm d'espace disponible quand on regarde par rapport au creux à côté. Donc c'est quand même pas négligeable. Mais quelqu'un qui fait 1,95 m, 1,95 m sera peut-être un petit peu à l'étroit au niveau du crâne.
Mais de manière générale, on peut dire que l'habitabilité pour 4 adultes est largement suffisante pour pouvoir voyager longtemps sans avoir de courbatures ou être gêné aux entournures. Voyons voir à l'avant maintenant ce que ça donne. Bon, si les designers ont fait plutôt un bon travail à l'extérieur, ils ne se sont pas loupés non plus à l'intérieur. Dans ce sens que sur une voiture typée premium et plus sportive, ce qu'on attend, c'est un effet un peu cockpit enveloppant, et c'est le cas. Certes, la position de conduite reste relativement haute, hein, même quand on met le siège au plus bas, ce qui est le cas ici, on a quand même une position assise un peu haute, mais le volant est largement réglable, donc trouver une bonne position de conduite ne posera pas le moindre souci. Ça, c'est une première bonne chose. Le volant a une prise en main plutôt agréable. On retrouve plus ou moins la forme entre rectangle, rond et carré du Tiguan, mais avec un traitement esthétique et visuel qui donne davantage l'impression d'un volant classique avec juste un petit méplat. Donc c'est pas mal, c'est assez sportif, c'est plus finement dessiné. Donc ça c'est sympa avec les deux petites molettes ici pour les modes de conduite et pour le démarrage. Donc ça c'est cool. Mais surtout on voit qu'il y a une attention qui a été apportée au niveau des détails. On a ici la console centrale avec un dessin qui rappelle un petit peu ce que Peugeot fait sur le 3008 et le 5008, mais sans que ce ne soit gênant. Les commandes ici, verrouillage, etc., qui sont intégrées. Et là, on a deux, trois petits aspects pratiques. Bon, moi, ce genre de petit emplacement-là, je trouve toujours ça un peu ridicule parce que si c'est pour mettre ta clé là, garde-la en poche. Hein, bon, c'est une chose. On a les deux porte-gobelets ici asymétriques, mais qui, a priori, sont plutôt pratiques. On a un couloir avec une capacité convenable. Franchement, il y a de quoi mettre dedans, donc ça c'est assez sympa. Un emplacement ici pour la recherche par induction de votre smartphone et deux ports USB-C. USB-C, je précise bien. Pour le reste, on voit qu'on a les buses de ventilation ici qui sont très travaillées, toujours avec ces petits détails un peu bronze, cuivré, au contact plutôt agréable. C'est du plastique, hein, c'est pas du métal, mais bon, c'est pas désagréable à prendre en main et voilà. Bon, le bruit. On entend bien que c'est du plastique, mais voilà quoi. Mais au moins, on a quelque chose de configurable facilement sans devoir passer par un écran. Et c'est là qu'on arrive sur un aspect un petit peu moins agréable, sur lequel je reviendrai plus en détail après, c'est qu'il n'y a pas de commande physique à proprement parler pour la climatisation. Restons toujours sur l'habitacle. Il y a des gros progrès qui ont été faits chez Cupra à ce niveau-là, parce que par rapport à la borne initiale, on va dire, qui était la première vraie Cupra, très sincèrement, quand je dis vrai Cupra, je veux dire pas une Seat renommée Cupra, hein, comme la Leon. Donc très sincèrement, il y a un travail intéressant joué sur le graphisme des textures, hein, aux différents endroits. Ici, le plastique qui fait un peu façon métal guilloché, des plastiques moussés ici et là. Un petit effort ici avec un plastique dur mais pas sec au toucher, même si on entend que c'est dur. Et une surface ici en dessous qui visuellement paraît identique, mais elle est plus soft, donc plus agréable. Ceci n'est pas la poignée de porte pour l'ouvrir, elle est ici, c'est un peu comme à l'arrière. C'est très bien intégré au niveau stylistique, c'est un petit truc un peu sympa, raffiné. Donc dernier élément avant d'arriver sur l'interface en tant que telle, il y a l'éclairage d'ambiance. On sait qu'aujourd'hui dans la voiture moderne c'est quelque chose de très important, surtout quand on est un modèle plus premium, plus haut de gamme. Et ici, Cupra a joué sur deux choses, deux niveaux. C'est-à-dire qu'on a le petit bandeau ici qui fait tout le tour à la base du pare-brise pour revenir sur les portes et qui reprend également aussi des effets d'éclairage ici dans le tableau de bord, qui propose une couleur. C'est une première chose. Et alors, on a dans les portières les petites découpes ici en forme de petits V, un petit peu comme ça, une forme qui va bien avec le triangle qu'on retrouve un peu partout sur la voiture, qui elle peut être configurée dans une autre couleur. À ce niveau-là, c'est assez simple. Vous allez dans Settings et là, vous voyez, vous avez la possibilité, par exemple ici, on a mis l'éclairage supérieur à l'avant, qui est plus dans le champ visuel du conducteur. C'est une manière de retenir les choses. Quand on voit là, on peut voir qu'on peut changer les couleurs. Vous voyez sur les images, là on est en jaune, ici on est en rouge. Et alors on a la deuxième zone, qui est la zone des portières en tant que telle, qui elle permet d'avoir, donc ici sur les côtés, ça se voit peut-être moins sur la vidéo, mais d'avoir là aussi. Donc là on peut vraiment avoir un jeu très différent. Et je trouve ça plutôt sympathique parce que ça permet d'avoir une ambiance un peu plus, comment dire, apaisé pour les yeux du conducteur, surtout quand la luminosité est faible, et quelque chose de plus agréable, de plus chaleureux peut-être pour les passagers en tant que tel.
Donc ça, c'est sympa, sachant bien entendu que Cupra a prévu des petites animations quand vous avez un truc dans votre angle mort, que vous verrouillez la voiture, ce genre de choses, que vous avez un appel qui arrive sur le système d'infodivertissement. Bon, les trucs habituels, c'est assez sympa. Sinon, pour le reste, ben, vous avez différents modes qui, eux, sont prédéfinis avec des noms un petit peu amusants parfois. Un boréal, on ne comprend pas trop le bazar, mais bon, soit, pourquoi pas. Et donc revenons maintenant à ce qui concerne le conducteur lorsqu'il est actif. Alors il y a deux choses. Premier niveau, on va dire le cockpit, avec un affichage tête haute relativement complet, sans réalité augmentée ici. Un tableau de bord numérique au graphisme, qui sont à la fois un petit peu old school sur le plan numérique, mais plutôt très lisibles et agréables, et qui permettent d'être facilement configurables. Donc ça, c'est pas mal, via le volant. Donc ça, c'est bien. On a les commandes sur le volant pour les différentes fonctionnalités qui sont ici avec des vrais boutons analogiques. Donc ça, c'est un très bon point. On retrouve traditionnellement la commande du volant chauffant ici. Donc hop, ça c'est quelque chose de typique dans le groupe Volkswagen, même au-delà, puisque pour le moment, moi, je roule avec un Ford Capri, dont vous verrez l'essai bientôt, et qui a également le bouton, la commande du volant chauffant ici. Donc ça, c'est typiquement Volkswagen, mais c'est bien intégré ici, toujours avec ces petits inserts là. Et le bouton ici, Start Engine ou Stop. Et alors le petit bouton ici qui permet de changer de mode. Maintenant, contrairement à beaucoup de voitures, ça ne change pas complètement l'affichage, l'agencement des menus ou quoi que ce soit. Non, il y a juste une petite icône ici qui change et qui vous informe sur le mode sélectionné en tant que tel. Bon, c'est un peu cheap, c'est un peu gadget. Et très honnêtement, on le verra tout à l'heure à la conduite, ça n'a pas une grande importance parce que les différents modes n'apportent pas une grande différenciation dans les sensations de conduite. Enfin, dernier élément, pour rester toujours dans la partie interface, c'est cet écran et clairement, on a l'impression qu'ils l'ont pris hors du Tiguan ou d'une Golf et qu'ils l'ont posé ici. Et c'est ce qu'ils ont fait concrètement. Il est moins grand que le modèle optionnel sur le Tiguan, mais il est largement suffisant en termes d'affichage. La structure des menus en tant que telle ne change pas vraiment, c'est plutôt au niveau esthétique, graphique que ça s'est modifié. On voit ici qu'on a la possibilité de passer de différents écrans, principalement navigation, multimédia, ou alors on peut aller ici vers les informations liées à la conduite en tant que telle, donc votre consommation, la gestion de l'énergie, etc. De manière générale, on a des menus qui sont plutôt faciles à utiliser, ça c'est pas mal, avec des icônes qui sont assez grandes, donc c'est assez facile à gérer, avec les différentes assistances, etc. Les alertes conducteurs que vous voyez ici. Maintenant, bon, de manière générale, ici on chipote, on est à l'arrêt, mais quand vous conduisez, bien entendu, il y a la possibilité d'aller beaucoup plus vite en utilisant les raccourcis ici. On fait glisser vers le bas et hop, directement, on peut désactiver l'alerte de non-respect de la vitesse, le maintien en ligne et ce genre de choses. Donc ça, c'est quand même bien vu. Ce n'est pas une touche physique, mais au moins, c'est facile à accéder. Pour le reste, il y a quand même quelques petits détails qui rappellent qu'on est effectivement dans l'univers Volkswagen malgré tout. Il y a bien entendu cet écran. Les boutons ici sur le côté pour les réglages, même s'ils sont intégrés différemment, rappellent ceux qu'on a dans d'autres produits VW. Et bien entendu les commodos, dont l'emblématique commodo ici pour le changement de vitesse, en tout cas la gestion de la boîte automatique, qui lui est traditionnelle. C'est la forme que l'on reconnaît dans tous les produits Volkswagen, du moins tous ceux qui ne sont pas dans la branche luxe, c'est-à-dire Porsche, Bentley, etc. Dernier point intéressant, je reviendrai aussi dessus, ce sont les sièges qui ont un dessin spécifique, très agréable visuellement et on est très bien assis également dedans. On verra tout à l'heure à la conduite que ça contribue aussi à l'état d'esprit général, à la philosophie, au feeling que l'on a dans la voiture. Mais maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est démarrer et vous emmener faire un petit tour à bord de ce Cupra Terramar hybride rechargeable. Nous voilà donc à bord de ce Cupra Terramar en version hybride rechargeable. Alors, petite précision concernant la gamme de moteurs disponible sur ce Cupra. Il y a le choix entre des moteurs thermiques avec trois possibilités. Le 1500 TSI de 150 chevaux avec hybridation douce ou alors le 2 litres TSI en 204 ou 265 chevaux. Le premier cité est disponible en traction, les deux autres sont d'office en 4 roues motrices. Il y a d'abord la possibilité avec le moteur thermique en 150 chevaux et là la puissance combinée de 204 chevaux pour 350 Nm ou alors
le moteur thermique en 177 chevaux, 177 chevaux. Et alors à ce moment-là, la puissance combinée monte à 272 chevaux, 272 ou 400 Nm. Dans ce cas-là, c'est celui qui nous occupe ici, on est bien entendu avec 4 roues motrices, ce n'est pas le cas pour la version 204 chevaux qui elle est une simple traction. Concrètement, en termes de réglage châssis, ayant eu l'occasion de tester le Volkswagen Tiguan aussi bien en version mild hybride que hybride rechargeable, mais là avec la motorisation de base, donc de 204 chevaux, on peut constater que les réglages châssis sont pour ainsi dire identiques. Les sensations au volant sont similaires. L'impression d'être dans un modèle plus sportif va plutôt naître de facteurs subjectifs ici. Le premier, c'est le fait qu'on est dans un habitacle un peu plus engoncé, un peu plus sombre, dû à la ligne de toit plus basse, au mobilier de bord, mais de manière générale, c'est plus enveloppant. Et puis alors ensuite, il y a aussi les sièges qui, eux, sont nettement mieux dessinés et apportent une position d'assise plus confortable et à la fois un meilleur maintien. Donc sur ce plan-là, c'est quand même mieux et ça contribue fortement aux sensations de conduite dans la voiture. Le volant offre une sensation, un retour d'information assez quelconque, hein, c'est très neutre comme la plupart des véhicules modernes avec une assistance électrique, mais il est précis. C'est-à-dire, hop, il y a quelque chose qui se passe dès qu'on bouge, donc il n'y a pas trop de flou au niveau du point milieu. Le train avant est plutôt accrocheur et efficace. Donc ça, c'est une bonne chose. La voiture va plutôt avoir une tendance, on va dire, grand tourisme, comme c'est très très souvent le cas, que purement sportive, tout simplement parce que bon, la voiture est lourde. C'est quand même pas loin de 2 tonnes ici. Avec moi à bord, clairement, ça fait 2 tonnes, puisqu'on est à 1943 kg pour la 204 chevaux, 1944 kg officiellement pour la 272 ou 272 chevaux. Donc ça devient quand même lourd, même s'il y a de la réserve de puissance, comme on peut le constater. Hop. Là, clairement, on peut voir qu'il y a de la réserve dans la voiture. Donc ça, c'est un très bon point. Vous allez me dire, avec 272 chevaux, 272 et 400 Nm, le contraire eût été malheureux. Mais bon, voilà, c'est un bon point. La puissance arrive toujours avec une petite latence, par exemple. Quand vous mettez le pied au plancher, il y a quand même un petit temps avant que tout se mette en branle. Et ce qui est un petit peu regrettable, sachant que d'une part, c'est un turbo moderne, et d'autre part, il y a une assistance électrique. On devrait avoir une réponse tac-tac. Mais là, hop, voilà. À un moment donné, c'est un petit peu moyen sur ce plan-là. C'est un petit peu dommage parce que ça veut dire que ça rend la conduite active un petit peu moins intuitive, justement. Et donc, ça réduit un petit peu le plaisir de conduire de manière générale si on va être sur un parcours plus sinueux qui demande des ralentissements forts avant de fortes accélérations. En termes de confort, on va dire que la vocation familiale est respectée ici puisque le confort est plutôt probant. C'est ferme, mais feutré. Donc, c'est pas sec. Donc ça, c'est une bonne chose. Et l'insonorisation est plutôt bonne. Les bruits de roulement sont relativement bien insonorisés ici. Donc ça peut permettre d'envisager des trajets au long cours sans le moindre souci. Et j'ai envie de dire, ce sera souvent le cas parce que vous l'avez entendu, quand on accélère, franchement, le bruit n'a rien d'exceptionnel. Ils auraient pu travailler un petit peu. Quand on voit tout ce qu'on peut faire maintenant avec les installations audio embarquées, il y avait quand même moyen de rendre cette sonorité-là plus agréable. Surtout qu'ici, on est dans un mode sportif. Sur ce point-là, Cupra est peut-être passé un petit peu à côté de l'objectif, à savoir moduler cet aspect-là de la sensation de conduite sportive, de plaisir de conduire, parce que la sonorité est quelconque, voire même un petit peu rugueuse, et c'est un peu dommage dans une voiture qui tout de même a une vocation ostensiblement sportive, en tout cas dynamique. Un aspect important qu'on oublie souvent dans nos essais, c'est la maniabilité d'une voiture. Et on n'entend pas par là uniquement le rayon de braquage, mais également la manœuvrabilité, c'est-à-dire la capacité de la voiture à être manœuvrée facilement. Le rayon de braquage est bon, mais sans être exceptionnel, vous pouvez le constater ici. Mais en termes de visibilité, on peut constater que la visibilité est plutôt bonne. J'avais quelques craintes avec l'épais montant C, mais finalement, en fait, ça se passe plutôt bien, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on a une bonne visibilité, les rétroviseurs sont bien placés et offrent un bon angle de vision, malgré leur forme assez travaillée. Et vers l'avant, on a l'impression que les montants de pare-brise sont un peu plus fins, par exemple, que sur un Tiguan. Je ne pourrais pas vous le jurer, mais c'est vraiment l'impression que ça laisse. Et que le pare-brise est un petit peu plus vertical, c'est assez amusant, peut-être parce qu'il est plus court.
Du coup, ben, on a l'impression d'avoir une meilleure visibilité vers l'avant. Elle est objectivement bonne. L'angle mort est relativement réduit pour une voiture moderne, ce qui relève parfois un peu de la gageure. Et donc, dans cet aspect-là, si on doit évoluer en ville ou bien dans une circulation plus encombrée ou sur des petites routes étroites, eh bien, au moins on a une bonne notion de ce qui se passe autour de la voiture et de ses dimensions. Et c'est quand même un point très positif qui n'est pas négligeable dans un usage plus basique de la voiture que de commencer à attaquer comme un sauvage sur les petites routes. En termes de consommation, Cupra annonce une consommation normalisée électrique de 17,7 kWh au 100 et 5,4 litres au 100 pour le moteur essence. On n'est pas vraiment dans ces valeurs-là ici. Bon, dans le cadre du petit essai ici de la vidéo, on fait beaucoup de on-off, on accélère de temps en temps, etc. Mais il faut bien reconnaître que la consommation s'est envolée à plus de 30 kWh au 100. C'est quand même assez important. Et de manière générale, on ne peut pas compter sur 118 km d'autonomie électrique comme annoncé. On sera plutôt dans un bon 80 km grâce à la batterie de 20 kWh net. On est à près de 25 en capacité totale. Donc ça reste quand même convenable. Et surtout, ben, comme un Tiguan ou comme une Golf hybride rechargeable, ce Cupra Terramar a l'avantage de permettre une recharge rapide en courant continu jusqu'à 50 kW. Donc ça c'est plutôt sympa, ça permet de récupérer en une bonne demi-heure la quasi-totalité de la charge de la batterie. Pour le reste, ben, il faudra se contenter de 11 kW sur courant alternatif. Mais bon, ça reste une valeur tout à fait acceptable qui signifie qu'il faut environ 2 heures, ou peut-être même un petit peu moins, pour recharger votre batterie complètement sur une borne domestique qui permet de donner le 11 kW. Dernière petite précision sur notre parcours ici, donc concrètement sur un peu plus d'une vingtaine de kilomètres, sur des routes de campagne principalement, des traversées de villages, etc. Donc sans autoroute ou sans grands axes sur des longs tronçons. On se retrouve avec une consommation moyenne qui s'établit à 3,4 litres au 100. Donc ça c'est super, mais comme je le disais tout à l'heure, à 32,4 kWh au 100 au niveau de l'électricité. Donc du coup, l'un dans l'autre, ça reste convenable, mais ça n'a rien d'exceptionnel et certains modèles concurrents font mieux sur ce plan-là. Nous arrivons tout doucement au terme de cet essai dynamique et me vient à l'esprit que je ne vous ai pas encore parlé du prix de ce Cupra Terramar. Dans le cas de la version ici présente, le prix de base pour cette hybride rechargeable haute, donc de 272 chevaux, 272 chevaux, est fixé à 58 000 € en Belgique. Et la version que nous essayons ici, avec les différentes options qui sont installées dessus, est facturée un peu plus de 66 000 €. Donc, ça reste une somme convenable, ça n'est pas négligeable, on s'entend bien là-dessus, mais dans mon souvenir, j'ai testé un Volkswagen Tiguan, on revient de nouveau là, hein, parce qu'il faut comparer des pommes à des pommes, diront certains. Eh bien, on était à plus de 70 000 ou 70 000 € pour une version équipée du 1,5 litre TSI en hybridation légère et qui n'était même pas full option. Donc ça relativise tout de même. La seule question qui va se poser réellement pour ce modèle, c'est quelle sera sa valeur résiduelle. Car c'est là qu'en Belgique, il peut faire la différence, positivement ou négativement, par rapport notamment à un Skoda Kodiaq ou un Volkswagen Tiguan, qui sont ses cousins directs au point de vue technique et en termes de prestations. Il sera intéressant de voir un petit peu comment il va se situer parce que ça dictera grosso modo le succès qu'il aura sur le marché, sachant que les particuliers aujourd'hui qui vont investir une telle somme dans un véhicule de ce type ne sont guère légion et ne constitueront pas une bonne réserve pour pouvoir assurer un succès commercial à ce Cupra Terramar. Donc budget intéressant, mais ça reste cher dans l'absolu. Voilà pour ce Cupra Terramar, une proposition assez intéressante. Un style recherché, un comportement relativement dynamique et sportif, sans que ce soit exacerbé, des performances correctes, une consommation elle aussi correcte, et une qualité générale qui justifie le prix demandé. Dans la version ici, je le rappelle, environ 66 000 €. L'air de rien, c'est moins cher qu'un Tiguan mild hybride équipé de manière équivalente. Certes plus spacieux, mais a-t-on vraiment besoin de cet espace-là tout le temps? Non. Pour moi, il s'agit vraiment d'une voiture cohérente,
intéressante et qui se pose un petit peu en alternative décalée, au même titre par exemple qu'un Mini Countryman de dernière génération. Donc vraiment un modèle qui vaut la peine d'être découvert, mais qui demande aussi de se poser la question, est-ce que j'achète ça plutôt qu'une Audi Q3 par exemple? Ça, c'est à vous d'avoir la réponse. Je ne peux pas décider pour vous, c'est votre portefeuille. Pour le reste, je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.